merci de nous recevoir dans le salon de l'hôtel où vous séjournez lors de votre passage à Lyon. On vient à peine de quitter l'Assemblée qui était témoin de votre venue à Lyon, à laquelle vous vous êtes adressé. Vous avez décliné les grands axes de votre réflexion, de votre travail. J'ai noté 6 points importants: la liberté, la sécurité, justice, le pan de l'administration, induisant bien évidemment par induction aussi la corruption. Sinon, dans les autres plans importants, la croissance économique, le chômage et le financement des infrastructures. Est-ce que vous pensez avoir, au travers de ces 6 défis, synthétisé vraiment les axes profonds de votre démarche pour les années qui viennent? Oui, tout à fait. Je pense que c'est des points autour desquels sont organisées les différentes communications. Évidemment, il y a les politiques sectorielles qui font partie de la croissance économique, notamment les politiques qui touchent le secteur de l'agriculture, le secteur minier, pourvoyeur de devises et de financement pour les autres secteurs de l'économie nationale. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais l'essentiel du message est le suivant. Le PADES, nouveau parti créé il y a 4 mois en Guinée, explique son programme de société, qui n'est pas achevé parce que nous demandons la contribution de tous les Guinéens de tous les bords. Insiste sur essentiellement 2 choses. La liberté politique et les fonctions régaliennes de l'État, d'une part, et d'autre part, et c'est là l'essentiel, la promotion économique et sociale de notre pays. La Guinée est un pays qui a eu beaucoup de retard, un pays qui est encore pauvre malgré tous les atouts, malgré toutes les ressources dont nous disposons à cause essentiellement de la mauvaise gouvernance. Donc le programme du parti PADES est un programme de rénovation économique, d'émergence de la Guinée de la pauvreté. L'émergence économique, c'est vraiment l'essentiel de notre message. J'ai senti que la jeunesse également était une cible privilégiée. Alors je ne sais pas si c'est ce qui vient de se passer en France avec l'élection d'un très jeune président qui de surcroît a beaucoup misé sur la jeunesse, Emmanuel Macron, mais en tout cas on sent que vous êtes sensibilisé aux difficultés de cette jeunesse. On a eu quelques questions d'ailleurs qui ont été présentées par cette jeunesse. On se souvient de cet architecte qui avait la volonté de revenir au pays, mais bon, il sentait que c'était très compliqué, a priori qu'on n'avait pas besoin de lui ou qu'on ne voulait pas de lui. On se souvient également de ce designer, ce créateur de mode, qui lui aussi a été confronté à, en quelque sorte, une espèce de barrage. Qu'est-ce qui se passe entre les relations de cette diaspora, de cette jeune génération qui veut potentiellement faire des trucs au pays et qui, a priori, s'expose à des obstacles? Écoutez, si la Guinée ne marche pas, elle ne marche pas pour tout le monde, et encore plus pour la jeunesse, parce que, souvenez-vous, c'est la jeunesse qui est victime de chômage, c'est la jeunesse qui est victime de la pauvreté, plus que les adultes. Et quand on veut changer un pays, il faut faire ça avec la jeunesse, parce que la jeunesse constitue l'espoir du pays. Pour dire les choses simplement, cette jeunesse est confrontée à 3 problèmes essentiels. Le premier problème, c'est le problème de la formation. Formation générale, l'éducation au sens large du terme, parce que la jeunesse doit être éduquée, elle doit apprendre un métier pour s'insérer dans la vie active. Donc il y a tout le volet formation. Mais la deuxième chose, c'est le volet de chômage. Même quand les jeunes sont bien formés, lorsqu'il y a une économie qui ne marche pas et que les entreprises ne sont pas au rendez-vous, évidemment, cette jeunesse chôme. La jeunesse guinéenne est confrontée au chômage massif et les jeunes de la diaspora ne vont pas y échapper. Voilà. Donc il faut revoir complètement le processus économique en Guinée. Mais le troisième volet, c'est la participation de la jeunesse à la prise de décision publique. Il faut que les jeunes soient inclus dans les structures des partis politiques. Et le PADES, c'est une chance pour la jeunesse guinéenne pour vraiment s'investir et avoir son mot à dire dans le devenir de la nation. Donc ma communication a essayé de montrer en quoi le renouveau économique de la Guinée est une chance pour la jeunesse, parce que le secteur privé doit fournir ses emplois à la jeunesse, une jeunesse bien formée.
Donc ça fait les deux volets déjà. C'est pourquoi j'insiste sur la participation à la jeunesse, qu'elle ait son mot à dire. Évidemment, la Guinée est différente de la France, mais la problématique de base est la même. Au fond, les êtres humains cherchent la même chose. Voilà. C'est clair. À un moment, vous avez été dur dans vos propos parce que vous parlez carrément d'assassinat de l'entreprise privée. Les mots sont choisis, j'imagine. Absolument. Mais, très dur quand même. Absolument, parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre contre les universités privées, il y a une guerre contre les entreprises privées. L'État accumule d'énormes arriérés vis-à-vis de toutes les entreprises qui contractent avec lui, ce qui est la meilleure façon de faire disparaître le tissu économique d'un pays déjà fragilisé par le manque d'infrastructures, par le manque donc d'eau, d'électricité, les conditions physiques. Voyez-vous, nous sommes dans un système libéral qui théoriquement aurait dû encourager l'initiative privée et la production intérieure. Tout ce qui est fait en Guinée aujourd'hui décourage cette production intérieure, décourage les entreprises qui naissent en Guinée et qui n'ont aucune chance de s'en sortir. En même temps, les investisseurs étrangers sont découragés par la corruption généralisée de l'administration dans une atmosphère d'impunité totale. Voilà un peu le tableau, il est sombre, mais il reflète la réalité de la Guinée aujourd'hui. Parce que l'avenir ne peut pas s'entrevoir, bien évidemment, sans le soutien des ressources extérieures, quelles qu'elles soient. Et quel sera, entre guillemets, votre point fort, vos atouts pour conquérir ou reconquérir la confiance de pourvoyeurs potentiels de fonds et de soutien? Vous savez, dans le domaine particulier des infrastructures, l'apport des financements extérieurs est indispensable dans un pays qui n'est pas un grand pays pétrolier comme la Guinée, d'ailleurs un peu comme les autres pays de la sous-région. Mais seulement, comme en Guinée, on ne respecte pas les règles du jeu, comme je l'ai dit dans ma communication, il n'y a pas d'étude de faisabilité, il n'y a pas d'appel d'offres, encore moins de contrôle des travaux qui sont effectués. Dans ces conditions, il est très difficile de mobiliser les ressources extérieures. Voilà, nous sommes des professionnels de l'économie de la coopération internationale. Nous pensons que nous avons suffisamment d'expérience pour drainer l'ensemble de ces ressources en Guinée pour permettre la mise en place des infrastructures de base qui sont indispensables à l'activité économique. Nous manquons d'eau, nous manquons d'électricité. Et là aussi, il faut faire des choix rationnels. La Guinée, je le répète, doit privilégier les micro-barrages au lieu de privilégier l'achat des grands groupes électrogènes qui ne résout absolument rien puisque nous avons des coûts d'exploitation très élevés et la Guinée n'a pas les moyens de donner l'électricité à tous ses enfants. Bien sûr qu'il y a eu quelques progrès puisqu'il y a eu qu'à l'État, mais vous savez, il faut mettre en parallèle les investissements qui sont faits avec la demande globale dans un pays. Même si les investissements sont faits, si la demande augmente plus vite que les investissements et les équipements, en ce moment, le déficit d'électricité ne peut que s'élargir. C'est malheureusement le cas, mais il n'y a pas que l'électricité, il y a la couverture en eau des grandes agglomérations de la Guinée. Il y a le problème de l'énergie, il y a le problème de l'environnement qui est posé. Pas mal de problèmes sont actuellement sur la table en Guinée qui ne sont même pas en voie de résolution. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde remarque que même la capitale Conakry est une ville très sale et rien n'est entrepris pour résoudre la question. Ok, moi j'aimerais venir sur une question d'actualité qui intéresse, on va dire, la haute finance entre Soros et Steinmetz par rapport aux mines, au contrat par rapport à la Guinée. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce dossier. Écoutez, c'est un dossier complexe, mais en même temps qui reflète ce qui se passe en Afrique, le pillage des ressources des pays africains. Vous savez, les mines de fer avaient été, je dirais, bazardées, avec absolument rien. Quelque temps après, ce sont ces mines qui sont vendues à 2,5 milliards, 50% du capital, donc ça veut dire valoriser au moins à 5 milliards comme prix d'acquisition, alors que la Guinée n'a même pas eu 200 millions de dollars. Je pense que c'est un véritable scandale.
Et là, j'ai supporté le gouvernement et le président de la République dans sa volonté de remettre les choses à plat et de faire revenir à la Guinée sa richesse minière. C'est dur tout de même de trouver son indépendance par rapport à ces barons qui gravitent dans l'univers des mines, et on sait que ce sont des business qui pourvoient un peu d'emploi. Vous avez évoqué, je crois, 5000 personnes qui sont employées directement par rapport aux mines, mais cet univers reste un univers glauque dans la relation entre les États, je ne parle pas systématiquement que de la Guinée, mais entre les États et les apporteurs de travaux, de grands travaux dans l'univers des mines. C'est vrai que ce sont des relations déséquilibrées. Les pays miniers, jusqu'à récemment d'ailleurs, étaient les pays les plus pauvres d'Afrique, très paradoxalement. C'est des pays, je pense aux pays comme la Guinée, des pays comme la République démocratique du Congo. Tous ces grands pays miniers ont connu beaucoup de retard et parfois de la déstabilisation politique sur une grande période. C'est vrai. Les forces sont déséquilibrées en faveur des multinationales dans ce partage de la plus-value minière. Mais c'est aussi vrai que la classe dirigeante africaine, lorsqu'elle est corrompue évidemment, n'arrive pas à se battre pour avoir sa part légitime dans la répartition des richesses africaines. Donc il faut continuer le combat, il faut que l'Afrique s'organise pour pouvoir peser dans les relations avec les multinationales. C'est très important pour l'avenir de nos pays. Un combat de poids lourd entre guillemets, mais bon, dans votre parcours riche et étayé, vous avez eu des fonctions au sein du FMI. C'est en règle générale un moment privilégié pour se faire un beau tissu relationnel. Est-ce que oui, vous avez de bonnes relations dans l'univers international de la finance? Oui, des relations et pas mal d'expérience évidemment. Mais ceci dit, le PADES est à son début. Notre priorité n'est pas déjà de passer au relationnel à l'international, mais c'est de bâtir un parti politique en Guinée. Donc il faut mettre en place les structures, il faut chercher l'adhésion des Guinéens d'abord. Et lorsque cette adhésion aura atteint un certain niveau, à ce moment-là, on pourra commencer à s'ouvrir à l'international, évidemment. Donc là, on va considérer que dans la période d'exposition du PADES, avec une version hors les frontières, comme aujourd'hui à Lyon, par exemple. Qu'est-ce qui vous impressionne dans ce que vous retirez des échanges avec les membres des différentes diasporas que vous avez visitées, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, à Bruxelles? C'est vrai que j'ai fait un certain périple, puisqu'aux États-Unis, j'ai d'abord eu des contacts avec les Guinéens de Washington, ensuite à Philadelphie. Nous sommes allés à New York avoir un dialogue fructueux avec les Guinéens de New York, ensuite à Atlanta, Indianapolis, Ohio, Columbus et Boston, la cité spirituelle. Et ensuite, je suis venu à Bruxelles, à Paris, à Marseille et à Lyon. Disons qu'au total, j'ai retenu que les Guinéens de l'extérieur sont très inquiets. Je dirais même qu'ils sont désabusés et désespérés. Mais c'est un peu à l'image de la population guinéenne en général. Alors que nous avons besoin de cette diaspora, pas tellement en termes électoraux, mais en termes d'apport au développement économique de la Guinée. Vous savez, la diaspora peut nous aider essentiellement en termes d'apporteurs d'affaires. C'est une diaspora qui est impliquée dans le tissu économique ici. Elle peut drainer beaucoup d'investisseurs en Guinée. Ça, c'est très important pour nous. Mais deuxièmement, la diaspora peut nous faire bénéficier de son épargne. Elle le fait déjà, mais elle pourrait augmenter sa contribution au développement national si des mécanismes étaient en place pour aider cette diaspora à avoir des maisons en Guinée par un mécanisme sécurisé. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Et troisièmement, la diaspora a une longue expérience. Les enfants de la première génération ont fréquenté les meilleures écoles et universités ici en Occident. Donc ces jeunes-là peuvent contribuer d'une manière décisive au décollage économique de la Guinée.
Mais pour que cela puisse se réaliser, il faut évidemment un gouvernement, un pouvoir qui encourage le secteur privé, qui donne l'opportunité à tous les Guinéens, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Voilà. Vous avez souvent cité M. Ouattara dans cette réunion à laquelle nous avons été témoins tout à l'heure. Est-ce que c'est un modèle pour vous? Absolument, absolument, parce que M. Ouattara a pu avoir une croissance économique de près de 10% dans un pays dévasté par la guerre. C'est une bonne performance. Moi, j'ai travaillé avec lui, jeune économiste, il était mon directeur au Fonds monétaire à Washington. C'est dans la problématique où les économies sont un peu désabusées et désorientées, parce qu'en tant que spécialiste de développement, nous donnons des conseils aux gouvernants. Ces conseils ne sont presque jamais suivis. Mais finalement, on se dit que la seule solution, c'est de prendre le pouvoir politique pour avoir une chance de mettre en œuvre de bonnes politiques économiques. Je crois que c'est à ce titre que j'ai cité le président Ouattara, qui est effectivement un bon président. Alors, vous avez mis l'accent également sur le fait que vous étiez propre. On a beaucoup parlé d'affaires dans les élections françaises. En ce qui vous concerne, vous avez rappelé que vous n'aviez pas de casserole, entre guillemets, au sens noble du terme, et que de surcroît, vous aviez démontré, au travers, par exemple, de l'édification de l'université Kofi Annan et d'autres expériences, comme en agriculture, je crois aussi. Bien sûr. Vous savez, c'est toujours très difficile dans un pays gangréné. Les gens ont tendance à penser que tout le monde a les mains dans les caisses publiques, ce qui n'est pas du tout mon cas. Pour une raison d'ailleurs très simple, ça fait 20 ans que je ne suis pas parmi les gestionnaires de l'économie guinéenne. J'ai passé 15 années de 1997 jusqu'en 2010 dans la sphère privée. Et puis à partir de 2010, j'ai été juste conseiller à la présidence et maintenant député. Donc ça fait 20 ans que je n'ai pas participé à la gestion de la chose publique en Guinée. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est la réalité. Donc je n'ai pas eu à gérer les fonds publics depuis 20 ans en Guinée. Première chose. Et deuxièmement, moi j'ai fait mon université Kofi Annan avant d'être ministre. Et je suis allé petit à petit sur une période de 20 ans pour pouvoir bâtir quelque chose qui marche. Donc je ne suis pas du tout impliqué dans quoi que ce soit. Et c'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été choisi comme auditeur pendant la transition. Un travail que j'ai pu effectuer. Vous savez, rien ne se cache. Ceux qui ont la main dans la chose publique, tout de suite ça se voit et ça se sait. Ce n'est pas mon cas. Quelle promesse aujourd'hui vous pouvez donner que vous allez rester vertueux, parce qu'on sait que le pouvoir parfois monte à la tête, ou que parfois on est obligé de faire des concessions sur ces vertus annoncées antérieures? Moi j'ai toujours dit à ceux qui discutent avec moi qu'il n'y a absolument aucune garantie des hommes politiques. On peut toujours dire une chose et au pouvoir faire autre chose. Il n'y a absolument aucune garantie, il faut être honnête. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il faut bien regarder le profil des hommes qui demandent les suffrages à nos concitoyens. J'ai l'habitude de dire qu'il faut regarder le CV de chacun, c'est-à-dire voir qui a fait quoi en Guinée avant de solliciter le suffrage des populations guinéennes. Je pense que si on est un peu plus attentif à ce que chacun des politiciens a pu faire, les choix seront un peu plus éclairés. Voilà. Vous vous êtes déjà présenté une élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé depuis 2010? Qu'est-ce qui aura changé chez le docteur Ousmane Kaba entre 2010 et 2020? Mais chaque fois que l'on vit, on a de l'expérience. Je crois que j'étais un peu naïf, puisque vous savez, moi, chaque fois, j'ai pu toujours sacrifier mes intérêts personnels lorsque le pays était en jeu. C'est ce qui s'est passé en 2012, par exemple. J'ai fondu le Parti Plus que j'avais créé en 2010 dans un grand parti, le RPG Arc-en-Ciel, parce qu'on avait estimé qu'en faisant ce sacrifice personnel, on arrivait à une certaine stabilité politique. Malheureusement, tous ceux qui ont contribué à l'élection présidentielle
actuel, où tous ceux qui ont apporté leur contribution ont été déçus. Je l'ai été comme tous les autres Guinéens d'ailleurs, une bonne partie des Guinéens, voilà. Et si c'était à refaire, certainement je n'aurais pas fait la même démarche. Je pense qu'on peut se tromper, mais il faut reconnaître d'abord que l'on s'est trompé et prendre de nouvelles mesures pour changer l'avenir. Parce que malheureusement, le passé est le passé, on ne peut pas changer le passé, mais nous avons la capacité de modifier l'avenir. C'est ce que nous essayons de faire. Non, on a cité tout à l'heure le président Ouattara. Vous avez d'autres pays africains qui vous servent un peu de référence ou d'autres politiciens africains qui vous servent un peu de référence dans vos modèles de réflexion et de projection potentielle? Oui, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres pays qui sont mieux gérés, mais évidemment, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas du tout bien gérés. Je pense que chaque pays a ses spécificités. On peut toujours s'inspirer des bons exemples, mais n'empêche qu'il faut tenir compte de la condition spécifique à chaque pays. L'arrivée du Royaume du Maroc dans la CEDEAO, un regard sur ce pays puissant économiquement qu'est le Maroc? Bon, écoutez, je n'ai vraiment pas réfléchi à la question. J'ai entendu dire que le Maroc veut venir comme membre de la CEDEAO. Bon, c'est une question qui est à mûrir. Il faut voir tous les aspects. Même si géographiquement le Maroc est un peu éloigné des pays de la CEDEAO. Mais c'est un bon pays qui est bien géré, qui apporte beaucoup de choses à nos différents pays en Afrique de l'Ouest. Votre regard, vous l'économiste, sur le franc CFA, ne peut pas s'éloigner de ce genre de questions également? Ben, écoutez, le franc CFA a rendu beaucoup de services, bien que ce soit un héritage de l'époque coloniale, évidemment. Le gros problème d'un point de vue purement économique que nous avons avec le franc CFA, c'est sa liaison fixe avec sa parité donc avec l'euro, qui fait que la monnaie devient très forte, et ce qui pénalise les exportations de pas mal de pays. Vous savez, la politique monétaire d'échange, la politique d'échange, il faut trouver un bon équilibre entre, d'une part, préserver le pouvoir d'achat des populations et d'autre part, ne pas décourager les exportations. C'est cet équilibre qui est toujours difficile à trouver. De l'autre côté, nous avons des expériences de monnaie nationale, telles qu'en Guinée, telles qu'en Gambie et autres. Expérience qui n'a pas toujours été heureuse parce qu'il y a eu des périodes de surchauffe, des périodes de création abusive de monnaie pour financer des déficits exorbitants, généralement dus à des dépenses extra-budgétaires. Voilà un peu le mauvais côté de la monnaie nationale. Il faut arriver à faire de la discipline monétaire. Alors, quelle est la solution? Je dirais que la solution idéale pour un économiste comme nous, ce serait effectivement d'avoir une monnaie transnationale, une monnaie communautaire, qui donne un peu plus de liberté à la Banque centrale régionale, donc qui n'est pas sous la coupe politique des présidents. Ça préserve la stabilité de la monnaie, mais en même temps que cette monnaie ne soit pas arrimée avec l'euro ou une autre monnaie internationale, de sorte que la monnaie puisse refléter les évolutions économiques de la sous-région. Il y avait un projet de ce genre au niveau de la CEDEAO qui était le projet ECO, qui malheureusement ne débouche pas encore parce il faut qu'il y ait une convergence macroéconomique entre les pays membres, ce qui est loin d'être le cas. Il y a des pays qui ne sont pas disciplinés. Alors quand on parle de convergence macroéconomique, il s'agit du taux d'inflation, il s'agit de taux de croissance, des déficits des différents pays. Ce sont ces genres de conditions d'ailleurs qui ont constitué ce qu'on appelait les conditions de Maastricht au niveau de l'Europe. Donc on a besoin de la même convergence économique des différents pays pour avoir une monnaie viable. Malheureusement, le projet n'a pas beaucoup avancé. On sent que c'est un domaine que vous maîtrisez parfaitement. Revenons à la vie du Guinéen, la vie quotidienne, avec des routes qui sont dans un état pour certaines routes déplorables, un système de santé qui est parfois polémicable. C'est des grands travaux, c'est des grands projets sur lesquels on peut mettre l'accent de l'urgence
Écoutez, on est même obligé parce que on ne peut pas faire un pays sans des infrastructures viables. J'ai expliqué de long en large pourquoi le système routier est désarticulé en Guinée dans un état piteux, parce que, la Guinée n'a pas les moyens de financer elle-même ses routes, comme d'ailleurs tous les autres pays de la sous-région, mais deux, parce que la Guinée a du mal à mobiliser le financement extérieur, parce que le gouvernement guinéen ne respecte pas les règles du jeu, à savoir faire des appels d'offres. Avant d'abord faire des études de faisabilité technique et financière, ce que le gouvernement ne fait pas du tout. Et ça nous joue des tours, même dans les réunions des bailleurs de fonds, on vient sans des dossiers. Donc on a des intentions de financement sectoriel qui ne veulent rien dire parce que les dossiers ne sont pas, les études de faisabilité ne sont pas prêtes. On ne le fait pas pour les routes, on ne fait pas les appels d'offres qu'on devrait faire. D'ailleurs, un audit a montré que 92% des grandes dépenses publiques, les marchés publics sont des marchés gré à gré. Ouais. C'est un indicateur très fort de la mauvaise gouvernance économique. Du copinage. Oui. Et troisièmement, on ne fait pas les contrôles comme cela aurait dû être fait pour préserver la qualité des travaux qui sont effectués. Donc, ces conditions n'étant pas réunies, la Guinée n'est pas à même de mobiliser les ressources extérieures en quantité suffisante pour faire le système routier guinéen. Donc voilà la raison pourquoi nous sommes dans cette difficulté aujourd'hui, où le gouvernement est incapable de faire face aux demandes sociales d'infrastructures, d'une manière générale. Mais vous glissez entre guillemets la santé dans... la santé est importante parce que l'épidémie à virus Ebola a montré la fragilité du système de santé, qui doit reposer d'abord sur la formation des hommes dans tous les domaines, aussi bien les médecins que les sages-femmes, les infirmiers. Tout le système de santé repose sur la formation des hommes. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans ce domaine aujourd'hui en Guinée. Ensuite, nous avons les infrastructures de santé qu'il va falloir construire, des hôpitaux à différents niveaux, que ce soit des centres de santé dans les brousses ou bien les hôpitaux au niveau des régions, etc. Donc il y a tout un système de structures de santé qu'il faudra faire. Il y a le problème de l'approvisionnement en médicaments. Donc il y a pas mal de problèmes dans le secteur de la santé. Et les crises sanitaires nous montrent justement la fragilité du système. Et vous savez que l'État dépensait très peu également pour le secteur de la santé. C'est pour ça que nous avons reçu, à l'occasion de cette épidémie, nous avons reçu beaucoup d'éléments de solidarité internationale. La Guinée a été financée, mais encore là, malheureusement, vous avez vu que beaucoup de l'aide en matériel, en médicaments se retrouvait sur le marché. Au lieu d'aller dans les circuits auxquels cette aide était destinée. Mais là aussi, on revient toujours à la même problématique de la gangrène au niveau de l'administration centrale. Voilà. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire dans le domaine de la santé, parce que la santé et l'éducation sont les secteurs sociaux les plus importants auxquels il faut accorder une très grande attention. Alors, on terminera, docteur, si vous me permettez, cet entretien en s'arrêtant tout de même sur la culture, parce que c'est aussi, on a parlé d'éducation, on a parlé de santé, la culture, c'est aussi un vecteur de transmission combien important pour un pays, pour une histoire, pour une culture. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, l'art et la culture, ce sont les éléments qui déterminent l'identité d'un pays aussi. La Guinée est un pays normalement qui a un fonds culturel très fort, très diversifié. Je pense que la Guinée et le Mali sont le berceau de la civilisation de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons connu pendant le premier régime une bonne évolution dans le domaine culturel, mais comme ça arrive souvent, nous jetons le bébé avec l'eau du bébé sale, l'eau sale du bébé. Voilà. Alors, on aurait dû conserver, car la culture détermine l'identité d'un pays.
et apporte beaucoup de contributions à la définition de ce pays et de sa dignité et de tous les autres éléments. Mais ce que je voudrais souligner surtout, c'est le fait de dire ceci: la culture peut être un bon vecteur de développement économique et social. La Guinée était présente dans le cinéma dans les années 60. La Guinée a été beaucoup présente dans le domaine des ballets, dans le domaine des orchestres modernes, etc. Mais depuis quelque temps, la Guinée est absente sur la scène internationale, alors que la culture peut contribuer par la création d'emplois, par toute une industrie, peut contribuer positivement à l'accroissement de la richesse nationale. Encore faut-il que nous mettions en place des fonds d'aide aux artistes. C'est très important, parce que, comme je le dis, c'est l'un des facteurs qui détermine l'identité d'un peuple. Docteur, merci de nous avoir reçus dans le cadre de votre tournée internationale de présentation de votre parti, le PADES, auprès des différentes diasporas. C'est un plaisir que d'échanger avec vous et d'être témoin également des échanges avec les membres de la diaspora et de voir avec quelle sans langue de bois vous avez répondu, avec franchise, avec courtoisie et parfois même avec un peu, voire beaucoup d'humour. On a découvert un style qui, de surcroît, voit de plus en plus s'approcher de cette jeunesse qu'il semble effectivement vouloir protéger, défendre et mettre en évidence. Docteur, merci pour cet entretien et bonne route, bon chemin à votre parti. Au revoir. Merci.